Alors, c'est le moment où, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire toutes les présentations juridiques de la journée, et ou parfois de ne pas avoir saisi tous les enjeux, eh bien c'est l'occasion pour nous de faire un rappel maintenant. Un rappel, mais aussi un petit peu de prospection. J'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer cette année, j'étais là l'année passée, mais aujourd'hui, donc j'en profite pour me présenter puisque je serai coach demain. Donc je suis Caroline Zorn, je suis avocat et j'ai fait des recherches sur le partage des données de santé et je travaille donc en droit de la santé et en droit du numérique. Et aujourd'hui, c'est ma casquette de coach avec un petit recul sur l'année passée qui va me permettre de, avec mes camarades, mettre en lumière les points qui sont extrêmement importants pour les participants à partir de maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses pointues, des choses extrêmement importantes pour les défis qui ont été dites pendant cette première journée, et hier également d'ailleurs. Et le but de ce panel, c'est vraiment de donner les clés pour aider, pour que vous ayez des leviers juridiques à votre disposition et pour ne plus rencontrer d'obstacles juridiques, le mot qu'on ne veut plus entendre. Donc nous sommes là pour transformer effectivement les obstacles en leviers. D'abord une revue rapide mais concrète des points qui ont été vus. Le but du jeu est que sur chacun des points, vous nous interrompiez pour poser votre question parce qu'il y a quelque chose qui vous passe en tête, parce que vous avez déjà eu une discussion éventuelle sur ce point, de manière à ce qu'on soit vraiment interactif, et également que mes camarades, c'est le mot camarade qui revient parce que c'est une équipe, c'est une aventure, donc que mes camarades soient libres également de rebondir sur les différents points. Et un mot de prospection juridique, évidemment. Alors, donc, je m'excuse bien évidemment pour le caractère extrêmement sobre, voire triste de la présentation, mais je l'ai faite au fur et à mesure des interventions, donc c'est pas fun, mais bon, c'est pas le plus important. Alors, d'abord, un mot sur la protection de la vie privée qui doit être un élément de base. On l'a dit énormément, il faut raisonner privacy by design. C'est-à-dire que le projet doit être conçu avec le souci d'intégrer le respect de la vie privée et la protection des données personnelles dès le départ. Ça n'est pas si simple parce que ça mérite de distinguer la donnée personnelle de la donnée qui n'est pas personnelle et à l'intérieur de la donnée personnelle, savoir celle qui est relative à la santé des personnes de celle qui ne l'est pas. Dans les données à caractère personnel, n'oubliez pas que ça peut être direct ou indirect le rapport. Et dans les données de santé, n'oubliez pas non plus que les données de bien-être font partie des données de santé. Ça a été dit, on le répétera encore, mais je passe tout de suite la parole aux spécialistes de la question sur la protection des données personnelles, qui nous a fait le plaisir tout à l'heure de parler de la manière dont ça se passe en Allemagne et forcément aussi en Europe. Donc si vous avez des questions spécifiques sur la protection des données personnelles, n'hésitez pas tout de suite après sa présentation. Comme ça me permet d'interagir. Okay, merci. I have to apologize for responding here in English. I would like to frame it the way what is really the core piece of looking upon privacy in the context of health data. One of the things your question was, is it rather an obstacle or is it something else? The typical answer from a lawyer's perspective is always you don't have obstacles, you only have solutions. So it's a field where we have to provide solutions. And the way I look upon all these privacy intricacies and privacy questions is we are here dealing with a quality of service parameter. Quality of privacy is a thing which is the centerpiece in the entire digital health data stream or the entire digital health business model as a core piece for quality of service. You can't provide valuable and good performing business models in e-health or digital health without a quality of service genuine with bearing in mind the privacy issues. So privacy is in the centerpiece, the core of any quality of service thinking
digital health-wise. That would be my answer to initial answer to your question. Yeah, thank you very much. Est-ce qu'il y a des questions sur la distinction entre données de santé, données qui ne sont pas de santé, sur le moment à partir duquel on rentre dans la catégorie des données qui doivent être protégées le plus possible? Oui. La question, vous avez parlé que les données de bien-être étaient des données de santé. En fait, dans quelles données de bien-être? Oui, vous avez évoqué le fait que les données de bien-être pouvaient être des données de santé, mais je suppose qu'il y a une partie des données de bien-être qui ne le sont pas totalement, sauf que ça dépend des conditions dans lesquelles elles sont exploitées. Ou... Alors, le fait est que il y a, pendant longtemps, on a laissé penser que les données de bien-être et les données qui étaient collectées sur des objets, par le biais d'objets connectés, les données qui étaient alimentées par l'utilisateur, ça n'était pas des données de santé parce qu'elles n'étaient pas produites par un professionnel de santé. En réalité, ça, c'est confondre la qualité de la donnée, l'intégrité de la donnée et le fait que sa nature. Et la nature d'une donnée de bien-être, c'est d'être une donnée relative à la santé des personnes. Parce que la santé des personnes, et ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le définit, c'est un état complet de bien-être mental, social, enfin, on connaît cette définition, qui est souvent utilisée mais pas galvaudée, parce qu'elle permet de savoir à quel point la donnée de santé est étendue. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de se dire « Ah non, mais c'est une donnée de bien-être, c'est le patient qui l'a produit, donc ce n'est pas un professionnel de santé, donc ça n'est pas une donnée de santé, et je n'ai besoin de faire aucune formalité. » Non, ça ne fonctionne pas. C'est un détournement des principes de protection. Donc non, la donnée de bien-être rentre dans cette catégorie et elle doit être protégée. Après, la question de son intérêt, la question de sa qualité et de la manière dont on l'exploitera, c'est autre chose. Un complément ? Une autre question sur le sujet ou on passe à l'anonymisation? Oui, oui. I've had perhaps already this question since Werner's presentation. It concerns indeed about what is for companies relevant points of the privacy that only accounts for about 10% of all the certification efforts that new companies will have to undergo. It can be quite easily overtaken considering the whole spectrum of a medical product. However, you also mentioned the privacy aspect of person data, which included the name, IP address, as it is again in that slide. And I wonder, isn't this a bit of a double standard when here are people, over 100 people trying to improve healthcare, trying to betterment our lives, and then you have our ISPs constantly tracking and monitoring our internet traffic, constantly storing this data and giving it away without our consent to other entities for whatever purposes they want. What's your vision on that? I remember Sophie talking about this point. Do you want... Non, il est où? Ah ben non, il est pas. Thank you. If I just let me just briefly rephrase the question. You talk about surveillance practices and how this is actually, how we should look at it related to processing health data where we have this very strict regime. And my view in that is that the monitoring itself and the monitoring that was so much in the news was about the NSA monitoring, the PRISM project. A lot of governmental organizations and also in the Netherlands actually, I know for sure, they will keep monitoring data. Because that's, from their perspective, they do something for the safety of a state, which is something completely different than healthcare. Sorry, that's a new question, or? I think you will need to. Perhaps it was a little bit
not clearly explained. I didn't even meant the espionage, which is definitely going to happen whether we want it or not. I was meant about the more legal aspect of the thing, which involves, for example, illegal downloads that we are constantly being monitored, especially in Germany, about things that we don't even realize. And yeah, I would see that it also infers with my privacy sphere. So what exactly would they not realize then? What is exactly your concern there? I'm trying to... Can I ask my ISP to delete my tracked information? Can I ask my ISP to delete my tracking logs from the internet? You would like to have insight in that? Or what? Yes. Gee, I have to think about that one for a while. May I? Yeah. Okay. I have to think about this for a while. So I'm not going to be able to answer it right on the spot. Je peux, peut-être si vous voulez, je peux répondre un petit peu, mais d'un point de vue de l'ECNIL, en tout cas sur le traitement des données personnelles, quoi qu'il arrive, si le fournisseur d'accès collecte des données et les transmet, il doit être autorisé. Il ne peut pas le faire sans informer l'autorité de protection des données et sans avoir les autorisations qui vont avec. En France, il me semble que c'est inscrit dans une loi que les fournisseurs d'accès doivent conserver les données pendant au moins 1 an. Et c'est la même chose, du coup, ils ont été autorisés, et dans votre cas, c'est la même chose dans tout le domaine de la santé. Il faut les autorisations qui vont avec, et informer et respecter les droits des personnes. Je vous propose de continuer sur la question de l'anonymisation. Je vous propose de continuer sur la question de l'anonymisation, puisque tout à l'heure, il y a eu pas mal de questions sur ce point, puisqu'effectivement, un des biais un peu rapides pour ne pas appliquer la législation informatique et liberté, je le vois d'ailleurs avec beaucoup de clients, hein, c'est évident, c'est de dire « mais moi, mes données, elles sont anonymisées ». Voilà. Si elles sont anonymisées, elles ne sont pas à caractère personnel. De ce fait, je ne suis pas dans le champ d'application de la loi et je n'ai pas à protéger les données. Alors, le schéma semble séduisant au premier abord, mais c'est un piège, puisque la donnée d'anonymisation, la notion d'anonymisation, c'est une notion extrêmement précise, qui signifie que la donnée est irréversiblement anonymisée. Donc on ne peut pas remonter. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, c'est une donnée qui est inexploitable. Par exemple, en recherche clinique, ça va pas servir à grand-chose. Ce qui fait que les questions à se poser dans votre défi, si vous pensez avoir des données anonymisées, demandez-vous si on peut encore isoler un individu, si il est possible de relier 2 enregistrements relatifs à un seul individu, et si on peut déduire des informations concernant cet individu. Si d'une manière ou d'une autre, en mettant en œuvre des moyens raisonnables, vous pouvez remonter, c'est que la donnée n'est pas anonymisée. Et de ce fait, vous rentrez dans le champ d'application de la loi sur la protection des données personnelles. Ces critères-là, ils ont été mis en avant par le groupe de travail de l'article 29, qu'on appelle aussi les CNIL européennes. Et donc, si vous avez des questions précises sur l'anonymisation, on vous renverra à ce groupe de travail qui a vraiment des recommandations claires, nettes et précises et qui nous donnent les techniques d'anonymisation qui sont présumées fiables, jusqu'à preuve du contraire, et que vous avez donc ici. Un mot sur l'anonymisation. Oui, juste un petit mot. Pour préciser juste que si jamais on ne respecte pas les 3 critères, les données peuvent quand même être anonymes, mais dans ce cas-là, il faut faire une étude de risque en réidentification et donc prouver que les données sont effectivement anonymes. Et là, ici, dans les 3 critères, c'est que le G29 a déjà proposé cette analyse de risque et on a conclu que les 3 critères permettaient de respecter l'anonymisation effective des données. May I just the concept of anonymization was one of the greatest hopes we had way down in the 1980s, around 1982, 1981, around that time. You know, that was the time when we had in Germany a discussion around mainframe computing and how all these registers publicly available, the libraries, here the text registers and all the other ones, could be synchronized and put into one.
And one of the big hopes to prevent all this monitoring and tracking of persons was that, to the extent possible, all these data should only be processed in an anonymous form. So that was a big hope. In fact, I think that is one of the things that proved day by day that it's not a really good approach. And in healthcare data, I think it's almost futile, because imagine something like a dossier médical, so an electronic healthcare record, dealing with your burnout syndrome, the analysis, the diagnosis of your burnout situation. How could that be anonymized and still be helpful? So if you want a certain quality of data, healthcare-wise, it has to be a rich data set. Otherwise, it would be totally a waste of time. And if you are then transferring these meaningless data from a practitioner to a practitioner, from a hospital to a medical care center, to an insurance company, what are they good for? Nobody can really work with and make something good from anonymous data. If you want to help somebody, if you want to counsel somebody who is insured and will help them to get the best treatment, it has to be a rich data set. And that contradicts completely the idea of anonymization. Therefore, I think we had never, at least in Germany, never a case where anonymization really worked. And we had in the US a few cases where there was a sort of a data arrangement between a hospital and one of these healthcare providers. They should be entitled to improve their services by analyzing data sets, large data sets of real-time patients. They simply stripped off name, birth date, and address and things alike. It was, I think it was a sort of a student project when they tried to elaborate on that. How long will it take to de-anonymize these data? It took less than a half day. So there was no way to have rich, meaningful electronic healthcare records anonymized. If they are helpful and good records, they are, of course, relating to a specific person. So that is not a good hope. The only path to pursue is we have to strictly adhere to the principle of informed prior consent of the patient. I mean, if you strip that off, if you skim that off, the idea of a control, and the control level is your personal consent to that. If you strip that off, you are totally left open. Yeah? You are on the high sea, beyond any control, and also beyond any control with your commercial undertakings who are eager and greedy to grab all these data to design marketing profiles and other things. So I think that's the only way it could really work. Anonymization is not a good idea. Thank you. We have a question here. Can of course. Well, I hope you see this as healthcare as well as I see. I'll start with the normal pharmaceuticals model, where they start with a problem. They use a mouse, then monkeys, then test groups, then go to the market, maybe limit, then broader market, and then you have a pill in the market. Recently, Facebook, for instance, did this, I think, this kind of process, but in real time. Well, they didn't produce a pill, at least as I know. But they used them to influence what you see in your timeline. So they used the test group where they haven't done anything, just used the normal algorithm, and then for the other people, they influenced what they see. I mean, if they could send them more violent contents, less violent, more inspirational contents, less inspirational, whatever, and then just to study in real time with no anonymization, because Facebook have my data of birth, my friends, whatever,
and they used all this data in real time to study. I don't know if I was part of the study, but how the people behaves against the contents they share. And so this is healthcare from my point of view, once it's psychological data or psychic data or whatever. What I would like to know is, how do you fit these kind of experiences in the existing legal models or in the legal models that are under construction right now? Yes, you ask a question about how I feel or how we feel about actually the profiling techniques that take place on Facebook and maybe other social media. I think that what we want in marketing and in advertising for consumer commercial products is profiling, and it's something we don't want in healthcare. They used it at least not only with the purpose of marketing, but with the purpose of studying how people behaves. So it's behavioral. So to a specific content. So I mean, if I see, for example, a video with lots of people dying or whatever, a war or something, if afterwards I publish by words or by image or whatever, if my behavior is influenced by the content I have seen. And they used this to produce a scientific study or something like this. So yes, you could really argue whether that's scientific study, but I understand your comment regarding the behavioral study, like they're just tracking, seeing what you're doing, and they can collect that data. How would that turn out for healthcare? Well, it's not very scientific in the first place. However, this data could be valuable in some kind of way. So it can be used, but from a privacy perspective, I'm not too enthusiastic about other parties just tracking everything what I'm doing to see how I behave at a certain day. I would really want to consent to that prior to let that happen. That's how I feel about that. No, it's okay. Thank you. Nous continuons sur la question. Donc là, nous avons dit un mot de l'anonymisation avec effectivement des prolongations et des questionnements extrêmement intéressants qu'on espère avoir l'occasion de développer au fur et à mesure du hackathon. Là, je vous propose de passer au deuxième point, qui est celui de l'open data, puisque dans les données que vous allez utiliser, la question des données personnelles, non personnelles, données relatives à la santé, au bien-être ont été abordées, mais il y a également la question de la nature publique ou privée des données. Et Pierre Desmarais en a parlé ce matin. Je lui propose de refaire un point rapide pour savoir comment vous, en pratique, dans vos défis, vous pouvez utiliser des données en open data. Merci Madame la Présidente, ton honneur. Elle était due celle-là. Alors, l'open data, ce sont des données qui proviennent du secteur public. Tout ce qui vient d'une entité publique, l'État, une collectivité, un établissement de santé, ou ce qui vient d'une personne privée, exemple une clinique, un syndicat, une association, mais ce sont des personnes qui interviennent avec une mission de service public. Dans ce cadre-là, vous pouvez leur demander à récupérer toutes les informations administratives dont elles disposent pour les réutiliser à n'importe quelle fin, y compris commerciale. En principe, on va dire, en pratique, c'est gratuit, sauf si ça figure sur une liste précisée par décret du Premier ministre. Voilà, synthétiquement.
Merci pour ce point. Est-ce qu'il y a une question particulière sur la question de l'open data ou une réutilisation à laquelle vous songeriez d'ores et déjà? Non, vous n'en avez pas. Très bien, on continue. Je viens d'avoir le point sur le temps, c'est pour ça que... donc si vous en avez une, évidemment, Pierre Desmarais vous y répondra avec plaisir ensuite. Le troisième point, c'est celui de l'hypothèse où votre défi met en œuvre un objet connecté ou un logiciel. Mon petit doigt me dit que ça va être relativement courant. Alors, que devez-vous retenir pour la suite ? Évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez pas faire un dépôt de formalité, marquage CE. Aujourd'hui, on est d'accord. Simplement, on a vu que la conception, dès la conception, on devait prendre en compte la vie privée, mais on doit aussi penser par la suite pour la commercialisation à un certain nombre de points, et notamment un objet connecté, il y a de fortes chances pour qu'il soit qualifié de dispositif médical. Et donc pour être commercialisé, il devra avoir un marquage CE. Il faudra y penser par la suite. Concernant le logiciel, s'il est nécessaire au fonctionnement d'un dispositif médical, il est également considéré comme un dispositif médical. Bon, ce sont des points qui ne sont pas prioritaires, mais qu'il faut prendre en considération, puisque l'objectif quand même pour les défis, c'est de pouvoir passer à une commercialisation rapidement. Enfin, la propriété intellectuelle dans vos défis. Il y a 2 points à aborder. Il y a la question du logiciel, la propriété sur le logiciel, et il y a la question rapidement des logos et marques. Concernant le logiciel, il faut être très clair, c'est des questions qui ont été normalement abordées entre vous ou qui vont l'être dans les équipes, mais il faut avoir conscience, et la question m'a été posée plusieurs fois depuis le début de la journée, que si le logiciel a plusieurs auteurs, eh bien, il constitue une œuvre de collaboration qui appartient à chacun d'eux. Si le logiciel est créé autour d'une équipe coordonnée par une personne qui a pris l'initiative de la création, à ce moment-là, le logiciel lui appartient. Le logiciel, ce n'est pas toute votre solution. Vous aurez parfois des cahiers des charges, vous aurez parfois d'autres documents, des idées, des implémentations, voilà. Mais sur la question du logiciel, du code, et c'est la question qui m'a été posée, voici la réponse sans détour. D'où l'intérêt d'en parler, évidemment. Et d'ailleurs, on est à votre disposition pour formaliser les choses si vous en sentez le besoin. C'est ça aussi, c'est parler du pratique et pas que des grands principes juridiques. Sur la création des logos et marques, l'année dernière, on a encore en tête eh bien, des logos qui ont été créés au dernier moment en prenant une image sur Google Images. Attention, attention, parce que les marques figuratives, semi-figuratives, les logos, les dessins qui représentent des sociétés, des idées, souvent, en tout cas, s'il n'est pas indiqué que ce sont des choses libres, ce sont des choses qui sont protégées par le droit d'auteur. Donc, là, cette image, je l'ai reproduite parce qu'elle est en Creative Commons. J'ai cité quand même l'auteur. Si cette image n'est pas en Creative Commons, si cette image est protégée, parce que par défaut, il n'y a rien qui est indiqué, ça veut dire qu'elle est protégée. Et le fait, là, d'en faire une représentation devant vous, c'est une contrefaçon de droit d'auteur. C'est une infraction pénale. Donc vraiment, dans vos recherches Google Images à la fin pour trouver un logo et pour mettre du visuel, mettez le filtre Creative Commons. Un commentaire rapide sur cette question ? Alors, puisqu'il nous reste 2 minutes, un peu de prospection, parce qu'on est là aussi pour être inspiré, et ces journées sont extrêmement inspirantes. J'ai entendu tout à l'heure ne pas diffuser les données pour protéger les personnes, c'est trop tard. C'est vrai. C'est vrai, effectivement, c'est trop tard. On est dans un autre paradigme aujourd'hui. Il faut penser les choses différemment. En droit, ça s'appelle l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire donner à la personne les moyens de gérer, de maîtriser ces informations. Ça nécessite beaucoup d'informations et de formation. Voilà. Et c'est également un principe qui nécessite qu'il y ait moins d'ingérence de l'État pour protéger la personne malgré elle. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement présent dans beaucoup de pays en Europe. C'est parfois un point positif, parfois un point qui est un peu plus compliqué lorsqu'on veut donner la maîtrise totale aux personnes de leurs données. Donc c'est une vraie question, et là en termes de prospection juridique, c'est un vrai questionnement juridique. Est-ce que vous avez un commentaire sur la question de l'autodétermination informationnelle? Je sais qu'en Allemagne, c'est un point qui fait partie de la Constitution, je crois. Ouais. C'est extrêmement intéressant de voir qu'en Allemagne, alors je ne sais absolument pas le prononcer, ça commence par Selbst, mais après je ne sais plus. Mais c'est intéressant de voir comme dans les pays européens, ça a été abordé différemment. Je termine par quelque chose que j'ai sorti à midi, et finalement je me suis dit que bon, il y a un moment, il faut s'écouter.
les objets connectés sont les terminaux d'aujourd'hui. Le terminal de demain, c'est le corps. Moi, j'en suis vraiment intimement persuadée. C'est-à-dire que vous avez entendu parler des tatouages, je crois hier, des tatouages qui permettent de connecter le corps, justement. Je pense que demain, c'est ça. C'est que on a entendu, soyez à l'écoute des besoins de terrain pour créer, parce qu'il faut commercialiser demain. Moi, je pense que si on crée les besoins, on commercialise après-demain. Donc, voilà, c'est aussi une manière de penser les choses. Et en tout cas, juridiquement, les objets connectés, c'est en ce moment que ça se passe. Mais c'est finalement le but de tout ça, c'est que le corps soit connecté. Chacun a son avis sur la question, mais en tout cas, ce sont des questionnements à débattre. Pour clore, un mot, puisque je crois que nous sommes arrivés au bout de notre temps, mais cela dit, on ne va pas s'en laisser compter. Hein. Peut-être un mot juridique pour accompagner nos candidats. Et que les défis se passent le mieux possible, peut-être sur l'organisation, la manière dont chacun sera disponible en fonction des besoins. Just as a closing note from my perspective, a very personal note. The first one would be, don't be afraid of lawyers, we don't bite. And in a more serious way, twisted, the notion, I need your insight and I need your questions, because the technology is moving so rapidly that we can't do it on our own terms. We need the communication with you, the folks who are creating new stuff. So please stay in contact. Our door is always open. Plus qu'un point juridique, je ferai plus un point sur la sécurité. Et n'oubliez pas de prendre en compte dès le départ dans vos projets que vous allez développer là ici, les mesures de sécurité, au moins le plus basique, si les données sont transférés, n'oubliez pas de chiffrer les flux, surtout si ce sont des données à caractère personnel et surtout si ce sont des données de santé. Bien, vous me pardonnerez mon accent. Une seule phrase, break the rule, not the law. Yes, well, I would like to close off with saying that indeed we are not the Department of No. And, well, a little advice to all of you, take privacy into account into your business model, as it's one of the building blocks of trust in your product.